Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Onshape dans lequel je vais proposer de suivre la réalisation d'une platine qui va nous servir, que l'on va venir fixer sur un pied photo de façon par exemple à l'utiliser pour la fixation de supports de surface plus grande, par exemple pour venir soutenir des appareils de type vidéoprojecteur, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir visionner nos projections dans les meilleures conditions. Très rapidement, cette platine, nous allons commencer par coter le sabot qui va venir la soutenir. Vous voyez, elle va venir s'enchasser sur ce sabot et être fixée par la visserie typique des appareils photographiques. Donc pour cela, nous commençons par, avec notre pied à coulisse favori, récupérer les cotes de la vis qui vient supporter d'ordinaire un appareil photo ou des jumelles ornithologiques. Donc le filetage est un petit peu particulier, c'est un filetage Kodak ou dit British Standard Whitworth quart de pouce. Il existe en fait deux types de filetage. Vous en avez un qui fait 6,35 mm qui est le filetage Kodak, et un second qui est légèrement supérieur qui fait 9 mm et des poussières, et que l'on appelle le filetage Congress. Pour l'une et l'autre de ces vis, la méthode que l'on va voir sur Onshape est exactement la même. Donc ici, nous allons commencer par prendre le diamètre de la vis en question, qui est de 6,35 mm, et nous allons mesurer la hauteur pour laquelle la vis dépasse du sabot. Actuellement, c'est de 6 mm. Ensuite, nous allons prendre les cotes hors tout de notre sabot. Donc nous avons 61,2 mm pour la largeur et 81,25 mm pour la longueur. La cote d'épaisseur du sabot est de 10,2 mm. Ce qui va nous donner une indication pour l'épaisseur des languettes qui vont venir s'enchasser autour de cette pièce. Donc, sans tarder, nous allons basculer sur Onshape. Alors voilà, ici, c'est la pièce principale sur laquelle nous allons travailler. Vous voyez qu'elle est relativement simple et qu'elle est perforée, entre guillemets, d'un filetage de type Kodak. Alors pour cela, nous commençons par créer un nouvel élément, Create Part Studio. Voici, donc je commence par créer un sketch, un croquis. Nous allons sélectionner le plan top par exemple, et puis je clique sur mon petit cube des vues sur top de façon à être bien en face et orthonormé sur mon plan. Nous allons commencer par utiliser l'outil Center Point Rectangle qui nous permet de réaliser un rectangle depuis un point central, donc je clique ici. Voilà, ça va représenter en fait le sabot du pied photo. Donc je clique sur dimension, nous avons vu une largeur de 81,25, nous allons mettre 81,3 pour se laisser un tout petit peu de marge afin de réaliser les languettes par la suite. Et puis sur la largeur, nous avions 62,20, nous allons mettre 62,25, 61,25 pardon. Voilà. À partir de là, nous allons avoir besoin de réaliser ces petites languettes. Donc, je vais utiliser l'outil ligne qui se trouve ici. Et nous allons cliquer le long de la partie supérieure de notre sabot. Voilà, nous alignons et pour créer cette petite languette. Nous allons la coter. Donc avec l'outil cotation ici, je fais un clic là. Donc ici, je voudrais par exemple 35 mm. Et puis pour sa largeur, à supposer 5 mm, ça sera tout à fait suffisant. Un petit côté esthétique, nous allons utiliser l'outil Sketch Fillet qui va nous permettre de réaliser un congé sur cette pièce. Donc je clique ici, et il va nous créer ce congé là. Je valide les 5 mm, pardon. Voilà, même chose de l'autre côté, donc toujours avec le même outil, un clic ici et ici. Et ici, j'ai ma cotation de 5 mm. Très bien, je tire un petit peu ma cote pour plus de clarté. Ici, j'aurais désiré avoir une languette centrée. Alors pour cela, je vais créer une ligne de construction qui va aussi nous servir pour pouvoir utiliser l'outil miroir par la suite. Donc ligne de construction, je choisis l'outil ligne et l'outil construction. Donc je clique, admettons ici et là, très bien, et puis je vais réaliser à nouveau une ligne de construction horizontale cette fois-ci, qui va passer par
le centre de mon sabot. Voilà. À présent, je vais utiliser l'outil Midpoint. Midpoint, ça va sélectionner sur une ligne, en l'occurrence ici la ligne de ma languette, le point central de cette ligne, que je vais aligner avec un point sur l'axe vertical. Donc admettons sur celui-ci. Voilà, là ça a centré ma construction. À présent, eh bien, nous allons utiliser l'outil miroir, donc je clique sur miroir ici. Comme ligne de symétrie, comme axe de symétrie, je vais sélectionner l'axe horizontal, et puis je clique sur les trois parties qui constituent ma languette supérieure. Voilà. Nous allons faire exactement la même chose pour les côtés latéraux. Donc, je clique sur mon outil ligne, je réalise, hop, ma petite languette, voilà, je la cote, 35 mm, ici 5 mm, très bien, et mon sketch fillet qui me permet de faire un congé, donc je clique sur ces deux parties là, un congé de 5, très bien, avec un rayon de 5 mm, même chose ici et là, voilà, rayon de 5, parfait, je tire un peu ma cote, même chose, je vais utiliser l'outil Midpoint qui est ici, je sélectionne ma ligne ici, donc qui récupère le point central, et puis je vais cliquer sur le point de mon axe horizontal. Outil Mirror Line, je choisis cette ligne là comme axe de symétrie, puis 1, 2, 3. Voilà, nous avons réalisé le sabot ainsi que les languettes qui vont venir s'enchasser autour de celui-ci. À présent, nous allons créer la surface, nous allons compléter la surface de la platine. Donc à nouveau, j'utilise l'outil rectangle point central. Je tire en fait des valeurs. Pour l'instant, je ne vais pas le coter. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais qu'à l'intérieur de cette platine, nous ayons 4 perforations, alors que l'on va utiliser là, en l'occurrence, avec des pitons, en fait, de façon à pouvoir fixer notre planche supérieure, mais nous pourrions tout à fait sélectionner d'autres diamètres et utiliser une visserie classique. Donc je sélectionne l'outil Circle, je fais un clic, voilà, je réalise mon cercle ici. Je vais le coter tout de suite, admettons que je veuille, si je fais des perçages de 8 sur la planche qui va venir dessus, je vais mettre une valeur, un diamètre de 7,9 mm. Voilà. Alors je pourrais reproduire cette manipulation 4 fois, mais on va voir que l'on va utiliser un outil qui s'appelle Linear Pattern, qui va nous permettre de multiplier l'objet que nous avons ici sur une grille en fait que l'on va déterminer. Donc ici, je vais quand même coter les dimensions à partir desquelles se trouve le cercle du centre. Donc ici, je clique sur mon centre, et ici, là, je voudrais que mon cercle soit à 50 mm de l'axe horizontal, et à nouveau, ici, je voudrais qu'il soit à 50 mm de l'axe vertical. Ce qui fait que lorsque maintenant nous allons utiliser Linear Pattern, je clique ici, je vais pouvoir répartir mes 4 points autour du sabot de manière équidistante. Donc, je sélectionne l'outil Linear Pattern, je clique sur le cercle en question. Ici, il me propose, alors je vais descendre un petit peu le schéma, voilà. Ici, il va me proposer un nombre de répétitions verticales et horizontales. Donc verticalement, pour l'instant, il n'y en a qu'un, ça correspond à celui que j'ai sélectionné. Et horizontalement, il y en a 3, 1, 2, 3. Donc il comprend toujours la pièce sur laquelle on vient de cliquer. Donc je fais un double clic sur cette valeur-là, et moi je n'en veux que 2 pour le coup. 2, très bien, et puis je vais tirer ma cote ici pour obtenir environ 100 mm, 10 cm. Donc ici je tape 100, voilà. Et puis pour la cote, et puis pour la répétition verticale, donc je tire mon item vers le bas, donc je vais avoir une cote négative, hein. Ma cote est ici, je la déplace un petit peu, je fais un double clic dessus, là je suis à moins 80,7, je voudrais moins 100. Voilà, donc là, j'ai équitablement réparti les 4 points de perforation. À présent, je vais pouvoir, alors je fais un double clic sur mon schéma pour valider la pattern linéaire. Donc maintenant, nous allons coter simplement notre
pourtour là de platine. Je fais un clic sur ce point-ci, sur l'extérieur en haut à gauche. Je clique sur le centre de mon cercle, et je vais par exemple indiquer, je sais qu'ils sont équidistants de 10, donc je voudrais, admettons, une platine qui fasse 14, donc je vais taper 20 mm. Voilà, je fais la même chose en fait pour la partie verticale, je clique ici et ici, et ici je vais aussi indiquer 20 mm. Voilà. On peut le vérifier, mais théoriquement en fait on doit être pas trop mal au niveau des cotations. Alors, je vérifie ici, entre ces deux là je suis à 20, et pardon, voilà, et pour celui-ci je suis à 20 aussi. On voit, lorsque de toute façon les cotes sont déjà restreintes, qu'elles s'affichent en grisé. Vous voyez, la couleur indique en fait que ces cotes-là, si elles étaient changées, rendraient le schéma impossible en réalité. Alors c'est un petit peu brouillon au niveau des cotes, juste très rapidement, prenez l'habitude de réorganiser vos cotations. En général, on a toujours les cotes supérieures qui sont à l'extérieur, et on essaie de ne pas coter notre schéma à l'intérieur de celui-ci. Là je vais laisser les cotes un petit peu plus à l'extérieur, ici c'est un peu plus compliqué, je vais laisser ici. Pour les 100 je peux vraiment sortir du croquis, et puis pour le reste ça reste à peu près lisible, peut-être en dehors de celle-ci, que je vais mettre là, voilà. Ok, à partir de là, nous allons valider notre sketch, et nous allons entamer la partie extrusion. Donc j'oriente légèrement mon sketch pour qu'on comprenne bien, je vais même cliquer sur Turn Perspective On ici, de façon à lui donner une perspective pour mieux saisir ce que l'on va sélectionner. Donc je clique une première fois sur Extrude. Donc Extrude, je vais créer une nouvelle pièce, New, et je vais sélectionner donc déjà dans un premier temps le sabot, et auquel je vais, alors ça n'a pas été fait, voilà, auquel je vais donner une profondeur de 10 mm. Donc ça fera 1 cm, c'est tout à fait suffisant, assez costaud entre guillemets, pour pouvoir supporter une planche par-dessus ou un objet plus lourd. Voilà, 1 cm c'est quand même pas mal. Et puis je vais aussi sélectionner, toujours dans Face and Sketch Regions to Extrude, le reste de ma composition. Donc par défaut, il ne va pas prendre les perforations que l'on a réalisées avec les cercles et nos languettes. Je valide ici, et voilà ma platine, le plateau primaire, va-t-on dire. Ici maintenant nous avons besoin d'extruder les... Alors, juste je reviens sur cette extrusion là, nous avons réalisé une extrusion blind, c'est-à-dire qu'en fait la profondeur que l'on a indiquée va être extrudée dans une seule direction à partir de la surface qui a été sélectionnée. Là nous avons sélectionné deux surfaces, ok, le sabot et l'extérieur qui constitue le reste de la platine. À présent nous allons faire une autre extrusion, mais cette fois-ci nous allons sélectionner symétrique ici. Symétrique pourquoi? Parce que je voudrais sélectionner, alors j'affiche mon sketch hein, ici avec le petit œil, ça me permet de revoir le sketch afin de sélectionner les faces en question. Ici j'ai la possibilité donc de venir sélectionner les faces de mes languettes. Lorsque je vais sélectionner symétrique, la profondeur qui va être indiquée va être répartie de part et d'autre de la surface sélectionnée. Donc je clique sur 1, 2, 3, 4, j'ai mes 4 languettes qui s'affichent, et vous voyez elles dépassent un petit peu du plateau. Moi mon but c'est que déjà elles ne dépassent pas du plateau, donc il faudrait qu'elles dépassent de 10, enfin qu'elles soient extrudées de 10 vers le haut, et puis 10 vers le bas c'est très bien, puisqu'en fait ça correspond à la largeur. Donc vous voyez 10 sur le haut, et puis 10 vers le bas, ça correspond tout à fait à la largeur de mon support ici. Donc on va bel et bien obtenir une surface qui va venir épouser en fait le sabot du pied photo. Donc je valide, et ici je laisse bien add, donc j'ajoute ces pièces là à la pièce qui est déjà créée. En parlant de ça, nous allons d'ailleurs renommer la part ici, je clique droit dessus, je clique sur rename, et ici je vais l'appeler platine. Voilà. Qu'est-ce qui va nous manquer? La platine est pratiquement réalisée. Nous allons profiter d'être sur cette partie là pour créer des pitons.
Donc je vais créer une nouvelle extrusion. Je vais sélectionner les emplacements ici, les perforations qui ont été créées par les cercles que nous avons réalisés sur le sketch, les 4 en question, voilà. Ce à quoi je fais attention, c'est de bien sélectionner New au lieu de Add de façon à créer de nouvelles pièces, donc il va me créer 4 nouvelles pièces, très bien. Et puis je vais conserver l'attribut Blind, puisqu'en fait je veux que ces pitons traversent en fait ma platine, et puis qu'ils soient proéminents de façon à pouvoir y enchasser par exemple une planche qui elle-même aurait été percée. Au niveau de la profondeur, donc je vais avoir 10 plus une planche, admettons une planche de 10 mm, ça ferait 10 de plus, admettons alors, 20 mm. Voilà. Très bien. À présent, pour mieux les distinguer, parce que j'en ai un bleu, il m'a donné des coloris différents pour chacune des pièces, je vais toutes leur donner la même couleur. Donc P2, part 2, c'est mon premier piton, je clique bouton droit dessus, je vais sur Edit Appearance. Là, je sélectionne la couleur bleue. Ok. Et je vais faire la même chose pour les 3 autres bleus. Voilà. Bouton droit, Edit Appearance, bleu. Ça me permet de mieux distinguer en fait les différents éléments qui constituent cette première pièce. Alors, nous pourrions tout à fait réaliser le pas de vis qui va venir dans cette partie-là, qui va venir se soustraire en fait à notre platine, à traverser le part en part. Mais pour vous montrer assez rapidement en fait l'utilisation de la dérivée ici, c'est-à-dire le fait de pouvoir importer une pièce dans une pièce déjà existante, et l'opération booléenne qui va consister à soustraire cette pièce de notre platine, nous allons créer une nouvelle partie. Voilà, donc ici nous allons cliquer sur Nouvel élément, Insert New Element, Create Art Studio. Dans cette partie-là, nous allons sélectionner donc vos sketch ici, et puis nous allons sélectionner le plan frontal, front. Je clique sur mon cube des vues pour être bien en face de ce que je fais, et nous allons commencer par réaliser ici avec le corner rectangle, donc juste un simple rectangle, le profil de notre vis. Alors, cette vis, en fait, elle va être révolue avec l'outil révolution. Depuis quel axe? L'axe de sa partie inférieure, qui va être celui-ci. Donc, je fais un 3/4 pour que l'on distingue mieux l'opération. On va faire une révolution à partir de cet axe-là sur l'ensemble de la surface qui est ici. Donc, nous allons faire une révolution dans ce sens-là. Ça va constituer notre cylindre. Je clique sur Front pour revenir sur ma pièce, et nous allons la coter. Alors, quels sont les codes que nous allons utiliser? Ici, nous avons comme indication, je retourne sur ma cotation ici, que nous avons un diamètre pour le filetage Kodak de 6,35 mm. Donc, je sors ma petite calculette, 6,35 mm divisé par 2, ça nous fait du 3,175. Alors faites attention lorsque vous utilisez la calculatrice, si vous faites une copie de la valeur en question, CTRL-C par exemple, et que vous désirez coter votre partie, votre pièce, votre élément en fait sur Onshape, lorsque vous allez coller en fait, il va vous conserver la virgule. Alors je sais pas, là je peux pas trop zoomer, mais ça sera 3,175. Or, Onshape prend le point comme décimale, donc 3.175. Ça c'est important parce qu'on peut se faire avoir parfois si on va un petit peu vite. Ensuite, au niveau de la longueur de ma vis, là il y a une petite astuce. Par défaut, je pourrais dire, bon, peu importe la longueur, puisque de toute façon, cette vis, elle va venir perforer ma platine, donc je vais faire une perforation au centre, enfin peu importe, mais je me moque de sa longueur. En réalité, pour une question de l'hélice, pour la question de l'hélice que l'on va venir faire courir sur ce cylindre-là, nous allons utiliser une valeur qui soit un multiple du pas que l'on va utiliser pour le filetage Kodak. Alors, avant de rentrer dans les détails du filetage en question, l'info c'est que ce pas est de 1,27 mm. Je vais vous montrer comment on l'obtient par la suite. Donc, je voudrais utiliser comme cotation de longueur ici, une longueur qui soit un multiple de 1,27 mm. Donc, je ressors ma calculatrice, tac, et par exemple, je dis voilà 50 mm que divise 1,27. J'arrive à 39,37. Donc, ça veut dire que si je veux une valeur arrondie,
je vais prendre 40 tours que font 1,27 mm, soit 50,8 mm de long. Donc en réalité, ma cotation ici, je vais mettre 50,8. Ça va me permettre en réalité de pouvoir ajuster l'endroit d'où démarre l'hélice que l'on va appliquer sur le cylindre que l'on va créer par révolution, de façon à pouvoir démarrer le profil qui va venir entamer la vis en question depuis le point précis en fait d'où va démarrer aussi notre hélice. C'est un petit peu compliqué comme ça, mais si vous pourrez essayer de chez vous, si vous rentrez une valeur, on va dire complètement aléatoire, vous allez remarquer que l'hélice ne sera jamais bien calé, le départ de l'hélice ne sera jamais bien calé sur votre cylindre, et donc le profil qui va courir le long de l'hélice pour soustraire cette matière, eh bien, va être lui-même décalé. Donc ici j'ai le profil de ma vis. Ensuite, nous allons recréer donc un profil qui va venir donc se soustraire en fait de la matière sur la vis que nous allons extruder. Nous allons le faire sur le même plan, sur le même sketch, puisqu'en fait nous allons ensuite venir le coller à l'endroit d'où va démarrer l'hélice. Alors, pour cela, je vais commencer par faire en fait une croix de construction. Donc, un axe vertical, la même façon qu'on a utilisé pour la platine. Donc je clique sur ligne et puis outil de construction. Ici, voilà, là j'ai quelque chose qui est perpendiculaire, c'est impeccable. Donc un pas va être soustrait en fait à ce futur cylindre. Ce pas est représenté sous la forme d'un V. Alors je vous ai trouvé une page qui parle du British Standard Whitworth, c'est pas facile à dire, dans lequel nous avons un schéma assez complet en fait de la constitution de ce pas. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, la particularité du pas, c'est qu'il a un angle de 55 degrés, alors qu'en général sur les pas ISO on a plutôt du 60 degrés. Donc le British Standard Whitworth en question, le pagodac c'est du quart de pouce. Quart de pouce, il a un filetage un TPI de 20 et il a un pitch, donc un pas de 0,05. Alors vous ne faites pas avoir, hein, ce sont des pouces. Donc pour obtenir des millimètres, je clique sur la petite calculatrice 0,05 que multiplie 2,54. Donc je multiplie par 10 pour obtenir le millimètre, puisque là, voilà, et donc on est à 1,27 mm. Ça représente notre pas, la valeur P. Donc je vais sur ma calculatrice l'ajouter à la mémoire pour la garder, sous le coude, entre guillemets. Donc le pas va être de 1,27. Quand je regarde plus précisément le schéma en question ici, j'ai des valeurs qui me sont très importantes, qui va être la hauteur du pas ici, la hauteur, et les valeurs qui vont constituer en réalité à partir desquelles on va pouvoir créer un rayon, okay, pour obtenir une courbe, la courbe parfaite du pas. Donc on sait que par rapport à cette hauteur, il va falloir ôter la hauteur divisée par 6 en haut et en bas du filetage. On a à peu près tout. Ici, on a une indication sur les valeurs précises que l'on doit obtenir. Étant donné qu'on a notre pas qui est de 1,27 mm, on va commencer par déterminer la hauteur de notre pas. Donc c'est 1,27 mm multiplié par 0,960491. Donc je reprends la calculatrice, 1,27 fois 0,960491. Et on obtient donc 1,2198 qui va certainement s'arrondir à 1,22. Donc je récupère cette cote-là, faites toujours attention à la virgule dont je vous ai parlé tout à l'heure, CTRL-C, et puis nous retournons sur Onshape. Donc ici, nous allons commencer par réaliser un triangle. Alors pour ce triangle, je vais m'accrocher, bon je prends n'importe quelle valeur ici, et je vais venir m'accrocher sur le point central de croisement de mes lignes de construction. Voilà, je fais la partie basse, disons, dans un premier temps, et nous allons déjà coter en fait l'angle de notre pas. Donc j'ai 55 degrés qui divisé par 2 font 27,5. Voilà, et ici même chose,
hop, 27,5. Donc la somme des deux angles arrive bien à 55. De ce côté-là, on est bon. Ensuite, nous allons créer une ligne, à supposer qu'ici, nous sommes sur la partie basse, évidemment, hein, du pas. Nous allons créer une ligne, voilà. Et cette ligne, elle va être distante du bas de la valeur h. Donc je reviens là-dessus, hein. On a bien vu que h, ici, c'est égal à la valeur que j'ai déterminée sur la calculatrice, p fois 0,9681. Donc je reviens sur la calculatrice, c'est bien ça, je fais un copier, je vais sur le support, et je vais coter ma ligne ici, donc outil de cotation, de là à là, je colle ma valeur, je remplace la virgule par un point, voilà. Donc là vous voyez déjà, ça se réduit hein, au niveau du triangle en question. Ensuite, je vais avoir besoin de deux lignes supplémentaires. Une première qui va être à 1/6 de la ligne inférieure et une autre à 1/6 de la ligne supérieure, à l'intérieur. Donc je reviens sur Onshape, je trace deux nouvelles lignes, une ici, et puis une seconde ici, à l'intérieur. Voilà. Je zoome un petit peu pour qu'on voit mieux, voilà. Et je reprends ma calculatrice, et donc je sais que cette valeur-là, qui correspond à h, doit être divisée par 6, donc divisé par 6, ok, et j'obtiens 0,203. Donc, je reviens sur Onshape, je prends mon outil cotation, et puis je vais indiquer une valeur ici de 0,203 depuis la partie basse, et même chose ici. Alors attendez, non, là j'ai mal coté, puisqu'en fait je vois le symbole diamètre. Donc je reprends ma cotation, ici et ici, hop, voilà, 0,203, voilà, et même chose pour la ligne supérieure, à 1/6 de la hauteur, 0,203, voilà. Donc là, on jette un petit coup d'œil sur Fastener Data avec ces données-là, j'ai ces deux lignes que l'on vient de construire, c'est celle-ci et celle-ci. Très bien. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'obtenir en fait le rayon en question. Là. Je n'ai pas de données particulières sur ce rayon. Vous voyez, il y a le R qui est indiqué nulle part ici. Si, il est indiqué ici. Bon, il y a une valeur. Je pourrais le calculer directement. On va faire une petite vérification justement. Donc, on sait que la valeur du rayon pour l'adentum et le dédentum, la crête et la racine, est de la largeur du pitch multiplié par 0,137329. Je reprends ma calculatrice, 0,137329 que multiplie, j'utilise le recall de ma mémoire, 0 par 1,27, donc j'ai 0,174. Ça serait notre rayon. Pour déterminer manuellement notre rayon sur notre sketch sur Onshape, je vais utiliser l'outil Sketch Fillet. Donc je fais un clic ici, je sélectionne cette ligne-là et cette ligne-là qui constituent notre triangle. Et alors par défaut, il nous sort la bonne valeur parce que j'avais auparavant travaillé dessus. Mais on va dire que par défaut, il va nous sortir une valeur de type 1, rayon de 1 mm. Donc on voit très bien qu'en fait là, ça ne correspond plus du tout à notre profil. Nous allons donc dans un premier temps enlever la contrainte sur la cotation du rayon. Donc je clique sur la cote et je la supprime avec la touche Supr. Ensuite je vais sélectionner l'outil d'accroche à la tangente. Donc tangent ici, la tangente de quelle courbe? De celle-ci, ok, et que je veux faire venir sur la ligne qui correspond à 1/6 de la hauteur au niveau du bas de mon profil. Donc je clique ici, et ici, il vient de me reconstituer le profil avec un rayon. Donc ce rayon, nous allons pouvoir vérifier qu'il doit, théoriquement, il doit correspondre à 0,174. Je fais un clic dessus, et là, j'ai effectivement le rayon en question. On voit bien que la cote, d'ailleurs, est contrainte, étant donné que nous avons une accroche de tangente ici entre ces deux parties. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Eh bien, dans un premier temps, poursuivre le demi-rayon qui va venir sur l'extérieur du profil lorsqu'on va le balayer sur notre cylindre. Donc j'utilise le même outil, donc Sketch Fillet, création de congé, donc entre ce point-là et ce point-ci. Voilà, là vous voyez par défaut il me sort un rayon de 1 mm, donc ici je fais un double clic et j'indique 0,174.
Voilà, donc mon rayon est créé de ce côté. Je vais fermer mon profil à l'aide d'une ligne qui va courir depuis ce point-là, le point extérieur, et perpendiculaire à la partie supérieure de mon profil. Je voudrais créer la même chose de l'autre côté. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil Mirror. Je sélectionne la ligne médiane comme axe de symétrie et je clique sur cette ligne-ci et cette ligne-là. Voilà, donc là j'ai mon profil qui est complet. Je vais seulement en fait le scinder ici à partir de ce point-là jusqu'à ce point-ci, puisqu'en fait nous n'allons pas utiliser la partie supérieure du profil, puisque nous allons nous arrêter à la partie haute là de cette courbe du demi-rayon. Voilà, ce qu'il va nous rester à faire, ça va être de rapprocher donc notre profil de la partie où il va être balayé, c'est-à-dire en fait cette zone-là, hein, sur le profil de ma vis. Nous allons faire coïncider donc l'axe de symétrie verticale de notre profil ici, de l'avant de la vis qui se trouve là. Voilà. Et dans un deuxième temps, nous allons faire coïncider donc la partie supérieure de notre profil ici, donc je clique sur cette ligne là par exemple, de la partie supérieure de la vis qui se trouve là. Voilà. Ici maintenant nous avons à peu près tout ce dont nous avons besoin pour effectuer une révolution sur notre vis. Nous pourrions même éventuellement supprimer quelques-unes des lignes de construction qui nous ont servi à réaliser ce profil. Nous allons dans un premier temps donc valider notre sketch puisqu'il est terminé, et puis nous attarder à faire une révolution sur le profil de notre vis. Donc pour cela, j'utilise l'outil Revolve ici en haut à gauche. Alors, ça va nous créer un nouveau solide, ça c'est ok. Quelles sont les faces que nous allons, sur lesquelles nous allons opérer une révolution? Donc ça va être cette face-ci, ainsi que la moitié du profil qui se trouve là, de façon à compléter notre cylindre. Ensuite, quel est l'axe de révolution? Donc je clique sur axe de révolution, je vois que ma vis se trouve ici, et je sélectionne bien, la partie inférieure de mon profil. Et voilà. Donc là, j'ai mon cylindre, il n'y a rien de plus à faire, nous avons créé une nouvelle pièce. Ensuite, nous allons faire courir sur cette pièce une hélice. Donc l'outil hélice se trouve ici en haut. Alors ici nous avons le choix entre soit utiliser des tours, nous savons que nous avons 20 tours par inch, hein, c'est l'indication que nous avions ici en TPI, ou un pas qui est de 1,27 mm. Donc nous allons utiliser par exemple le pas, donc turns vous modifiez vers pitch ici, et puis le pas 1,27 mm. Ok. Nous allons donc sélectionner le cylindre en question. Alors on clique simplement sur le cylindre et nous voyons notre hélice qui se dessine dessus. Une chose qui est importante, c'est le start angle. Alors la façon dont l'hélice est disposée en fait sur le cylindre en question est déterminée selon le pas que nous avons indiqué ici, mais nous n'avions pas d'indication, si vous voulez, sur la longueur de la vis. Alors nous avons utilisé, rappelez-vous, un multiple de la longueur du pas, un multiple de 1,27, c'était 50,8, de façon à pouvoir positionner le départ de l'hélice, donc ça c'est très important, ici, il se trouve à 0 degré, admettons. Donc je voudrais que le départ de mon hélice coïncide en fait avec le départ le centre de mon profil. Donc je vais faire une rotation de l'angle de l'hélice, par exemple de 90 degrés. Nous allons observer ce qui se passe. Vous voyez là, le départ de l'hélice s'est déplacé sur la partie supérieure du cylindre. Donc là maintenant je peux valider ici. Voilà. Je vais afficher mon sketch avec le petit œil toujours pareil ici. Donc là je vois bien que mon sketch, que mon profil va véritablement démarrer du départ de l'hélice, donc c'est tout à fait correct pour soustraire la matière en question. Alors, pour cela, nous allons utiliser l'outil balayage, sweep. Simplement, pour sélectionner en fait la partie du sketch en question, vous voyez ici ce ne sera pas évident parce qu'en fait on a déjà une pièce qui vient le couvrir, donc je vais dans un premier temps sélectionner Revolve One, c'est-à-dire en fait la révolution que j'ai opérée sur le sketch, je fais un bouton droit,
et je sélectionne Suppress. Suppress, ça ne va faire que la barrer, entre guillemets, donc l'opération est annulée, mais on va pouvoir la récupérer avec Unsuppress par la suite. Alors la conséquence directe de ça, c'est que l'hélice, effectivement, ne peut plus se générer correctement puisque le cylindre n'existe plus. Mais en revanche, ça nous permet d'afficher notre profil. Donc, balayage, je reviens sur ça, ici, et nous allons créer. Alors, nous aurions le choix de créer une nouvelle pièce, par exemple, et que nous viendrions par la suite soustraire via une opération booléenne sur le cylindre créé. Mais ça vaut le coup, en fait, si on réalise une vis, pour laquelle ensuite on a besoin d'opérer quelques modifications sur les faces de la révolution et du balayage. Là, c'est pas trop le cas, donc nous allons simplement utiliser la fonction remove. Donc remove, et nous allons sélectionner donc les faces que nous voulons ôter. Donc je clique sur face à sélectionner, donc ça va être dans un premier lieu celle-ci, évidemment, et puis son opposé de ce côté-ci. Alors là, vous voyez que j'ai une petite partie supplémentaire qui avait été tranchée ici. Je l'ajoute. J'aurais pu sur le sketch supprimer la petite ligne qui se trouve ici. Ensuite, ici je suis OK. Sweep Path, alors mon hélice pour l'instant n'est pas présente, mais j'ai déjà pu sélectionner mes faces. Comme j'ai mes faces qui sont sélectionnées, je suis OK de ce côté-là. Eh bien, je fais simplement un clic droit sur mon Revolve que j'avais suppress auparavant, que j'avais supprimé auparavant. Je clique sur Unsuppress. Donc, mon cylindre réapparaît. Et mon Sweep Path sur lequel je veux faire courir mon profil ici, eh bien, est redevenu visible, qui est en l'occurrence Helix number 1. Donc je clique sur Sweep Path, je sélectionne mon hélice qui est ici, voilà, et l'opération devrait normalement s'effectuer. Il faut attendre un petit peu parce que là il y a des calculs qui sont quand même assez importants. Voilà. Donc là, on peut constater directement que j'ai creusé mon cylindre à l'aide du profil que je viens de réaliser le long d'un pas, enfin avec un pas qui est celui du BSW, British Standard Whitworth, de 1,27 avec un angle de 55 degrés. À présent, donc là tout est ok. J'ai alors petite anecdote en fait. Ici, lorsque l'on crée une hélice, j'ai une curve qui s'affiche. Cette curve, elle va rester visible en fait à peu près tout le temps, sauf si on la cache par cet œil-là, ce que l'on va faire après avoir validé notre part ici. Donc je valide. Voilà, vous voyez, parce que c'est pas très esthétique d'avoir ce ressort en fait qui suit notre modèle. Donc je vais sur curve ici et je cache l'hélice ainsi. Voilà. Donc là j'ai ma vis, elle est complète. Je n'ai pas besoin de l'améliorer au niveau de son départ et de son arrivée, étant donné que je ne vais utiliser qu'une partie centrale en fait de cette vis qui fait 50,8 mm de long pour la soustraire en fait à ma platine précédemment créée. En revanche, ici, et c'est à dessein, j'ai créé la pièce en fait sans repère particulier par rapport au centre de mon plan. Et j'ai en revanche au niveau de la platine que nous avons créée tout à l'heure en fait quelque chose qui est très très centré puisque j'étais parti avec un rectangle créé à partir du centre de mes plans. Donc ce que nous allons vouloir faire, c'est importer la vis que nous venons de créer sur l'axe vertical et la soustraire à cette platine. Or là, vous le voyez bien, on est avec une vis qui se trouve sur un plan horizontal. Donc pour préparer en réalité la dérivée que nous allons utiliser ici à sa soustraction dans l'autre pièce, nous allons la positionner correctement depuis cette partie-là. Donc comment faire ça? Il y a un moyen qui est assez simple, qui est très rapide et qui va permettre de réaliser deux opérations en même temps. Nous pourrions utiliser l'outil transformation ici et puis opérer deux transformations, c'est-à-dire en fait une transformation de translation pour déplacer la vis en fait au niveau de ce plan-là, du plan top, et une opération de rotation de façon à orienter la vis à 90 degrés pour qu'elle soit perpendiculaire au plan. Et bien en fait cette opération on peut la réaliser en une seule fois grâce à l'outil Mates. Alors les Mates connectors, ce sont simplement des accroches qui vont venir s'ajuster l'une à l'autre et donc réaliser ainsi plusieurs opérations en même temps, de transformation en même temps. Donc je clique sur Mate Connector.
ici, je vais sélectionner, donc il me demande l'origine de mon accroche. Donc je vais sélectionner à chaque fois avec Made Connector que l'on passe sur une face, vous avez différentes accroches qui s'affichent. Ce sont les points blancs que l'on voit ici, ok, souvent aux points cardinaux ou au point de pivot ou essentiel. Donc ici, je vais sélectionner ce point-là. Donc ce point-là, il correspond en fait à la face, on va dire, supérieure de ma vis. Et puis c'est tout pour l'instant. Donc j'ai placé un Made Connector dessus. Maintenant, je vais placer un deuxième Made Connector, et vous devinez où, en fait, simplement sur mon plan top, en fait, pour à la fois déplacer et orienter ma vis sur ce point-là. Donc je sélectionne Origin Entity. Lorsque je passe ma souris dessus, on voit bien que j'ai un Made Connector qui s'affiche, je clique dessus. Donc là, j'ai deux Made Connectors, ok, qui sont agencés. Donc ces deux Made Connectors, en fait, je vais les faire coïncider par une transformation. Dans ce moment-là, j'ai une seule transformation. Je clique sur Transform. Transform by, alors, ce ne sera pas une ligne, c'est pas distance x, y, z, mais Transform by Made Connectors. Donc je fais un clic ici. Je sélectionne donc quelle est l'entité à déplacer? Ça va être ma vis qui est ici, ok, la part 1. Depuis quel Made Connector? Je clique ici, et bien depuis celui-ci, vers quel Made Connector, donc clique to Made Connector, et bien celui qui se trouve sur mon plan. Donc l'opération va se dérouler. Parfois ça peut prendre un petit peu de temps, et puis ma connexion n'est pas tip top. Voilà. Donc là on voit bien, avec l'outil de transformation, quelle est l'opération qui a été réalisée. Nous, ce que nous voudrions, alors juste pour info, ce que nous voudrions, c'est tout de même que la vis traverse en fait la platine en question. Or là, elle va être simplement juxtaposée. Donc, j'ai la possibilité, ici, avec des outils, soit par exemple d'inverser le sens dans lequel les Made Connectors sont connectés, etc. Mais je vais valider ma transformation. Je vais revenir sur mon premier Made Connector, celui qui se trouve ici, en fait, sur la vis. Ok, je fais un double clic. Et là, j'ai la possibilité d'opérer un déplacement. Donc je vais cliquer sur Move et je vais opérer un offset, donc un déplacement en fait, sur quel axe? Eh bien, nous avons X, Y, Z. Apparemment, ce serait sur l'axe Z, puisque là, nous avons comme indication le vert qui est l'Y, le rouge qui est le X et le Z. Donc, je sélectionne ma partie Z ici, je fais un déplacement et on voit le Made Connector qui se déplace au fur et à mesure sur ma vis. Donc, je vais la situer, on va dire à peu près au milieu, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que je puisse traverser ma pièce précédemment. Je le mets voilà, par exemple ici. Et lorsque je vais valider, eh bien l'accroche va se faire de la même façon. Hop, 1, 2, 3. 4, 5, voilà, ok. Et là, nous avons donc notre pièce qui se situe précisément où nous voulions lorsqu'on va l'importer dans la platine que nous avons précédemment réalisée. Ok, alors par convention, donc je renomme ma pièce. Ici, bouton droit, je vais la renommer vis underscore Kodak. Voilà, donc c'est une vis Kodak 1635. Hein. Et nous allons rebasculer sur la platine. Donc ici, rien de bien compliqué, nous allons insérer notre dérivée et la soustraire à notre platine via une opération booléenne. Alors pour cela, je sélectionne l'outil dérivé ici en haut, ce qui va m'ouvrir un menu qui va me permettre de sélectionner une pièce qui a été réalisée dans le document. J'avais déjà réalisé d'ailleurs une première pièce, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la part Studio 4. La vis Kodak qui est ici, donc on la retrouve, je fais un clic dessus, et là il va m'importer la vis dans ma pièce Part Studio 3. Voilà. Donc vous remarquez qu'elle s'importe bel et bien en fait à l'emplacement que nous avions décidé dans la partie de la vis elle-même. Je valide. Voilà. Donc ici, eh bien, je me retrouve avec la platine, les 4 pitons et ma vis Kodak. Donc là, maintenant, il ne va nous rester plus que deux opérations. La première qui va être celle d'une opération booléenne. Donc je clique sur booléenne. Donc je vais opérer une soustraction. Donc non pas union, mais soustraction. Quel va être l'outil? Alors l'outil, ça va être celui qui ne va pas être modifié. Donc je clique sur Tools, c'est la vis.
l'outil, la vis ne va pas être modifiée. Alors je pourrais la conserver cependant en cliquant sur Keep Tools, mais là on va carrément la supprimer puisque de toute façon elle est toujours présente dans la part Studio 4 au cas où nous aurions besoin de la réutiliser. Et puis Target, donc Target, c'est notre platine, hein. Donc je vais sélectionner la platine, et là on voit l'opération qui va être effectuée. On la distingue bien avec notre aperçu ici. Je valide, et nous voilà avec notre platine pratiquement terminée. La deuxième opération, c'est juste une opération un peu esthétique, qui va consister à créer un filet, ce coup-ci non pas depuis le sketch, même si on aurait pu le faire en amont, mais on va réaliser en fait un congé, un filet, sur les bords en fait de notre platine, histoire d'avoir quelque chose qui ne soit pas contendant. Donc je vais sélectionner alors quelles sont les entités pour lesquelles on va opérer un congé. Donc je sélectionne mes 4 angles ici, 1, 2, 3, oups, et puis 4. Et là j'ai un rayon par défaut qui est de 5 mm. Bon allez, on va l'augmenter, on va mettre 10 par exemple, histoire d'avoir quelque chose voilà, d'un peu plus sympa. Ok, je valide. Et voilà notre pièce terminée. Sachant qu'on va pouvoir l'imprimer. Donc, alors le gros avantage qu'on a eu à créer des perforations dans lesquelles on vient rentrer des pitons, c'est qu'on va pouvoir l'imprimer donc côté, on va dire sur le recto, et le verso vers le haut en fait. Ce qui va nous éviter de créer des supports notamment lors de l'impression. Voilà, je fais un zoom un petit peu sur cette partie-là. Alors, il y a beaucoup d'informations, vous voyez, là, qui restent affichées à l'écran. Donc ça, on peut facilement, si vous voulez faire une présentation, par exemple, de votre travail, on peut facilement les supprimer de la manière suivante. Ici, déjà, au niveau de l'affichage des plans, il y a une touche de raccourci qui s'appelle P, simplement. Vous appuyez sur P, et les plans disparaissent. Donc déjà, c'est déjà un peu plus clair. Ensuite, on distingue toujours notre sketch ici. Donc on va cliquer sur le petit œil à gauche pour effacer l'apparence de notre sketch. Donc c'est déjà pas mal. Et puis il nous reste les mate connectors qui sont toujours visibles ici. Donc pour ce faire, nous allons simplement en fait effacer notre dérivé dans un premier temps. Voilà. Et là, nous avons notre pièce qui est propre, complète, sur un fond uni. Donc si vous voulez faire par la suite des captures d'écran, c'est pas mal. Évidemment, nous pourrions aussi, et c'est ce que je vais terminer en fait ce petit tuto par cette information-là, nous allons pouvoir aussi en extraire un plan. Alors je ferai un tuto certainement un peu plus tard sur la description des drawings et des plans en fait, hein, sur Onshape, qui sont extrêmement intéressantes. Pour cela, nous allons cliquer sur Insert New Element, Create Drawing. Donc ici, nous avons le choix dans différents formats qui sont prédéfinis. Nous allons récupérer par exemple un A1 avec un cartouche ISO. Ok. A1 c'est le format, hein, ça correspond au format du plan. Donc là, il va nous créer une petite page sur laquelle nous allons pouvoir importer les pièces qui nous ont servi à créer l'assemblage en question. Alors c'est un petit peu long. 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ça se dessine. Ok. Donc ici, à la création du document, on nous propose d'importer les pièces en question. Alors vous voyez, j'avais déjà réalisé avec Part Studio 1 et 2 le tuto que l'on vient de suivre là aujourd'hui. Donc je vais sélectionner ce que nous avons réalisé. Donc je clique ici sur Part Studio 3, je sélectionne ma platine, je fais simplement un clic, elle va venir être proposée ici. Alors je fais un clic, je vais avoir là un aperçu latéral avec une échelle qui est du 1 à l'échelle 1-1 parce que j'ai une surface de plan qui est suffisante. Maintenant je pourrais, alors là ce que je viens de faire entre deux, c'est de créer une vue de la pièce que je viens d'importer. On en crée une par défaut sans souci. Si je veux en créer d'autres, je vais simplement aller sur Project View ici. Ok, donc là elle est déjà sélectionnée, je la sélectionne, je clique par exemple sur mon profil de ce côté là, et puis je vais déplacer pour avoir un aperçu, une vue latérale. Je peux aussi avoir un aperçu, je vais le mettre en haut par convention,
d'un 3/4, d'une vue isométrique en fait, hein, de ma construction. Et je vais par exemple pouvoir coter tout ça d'une manière assez simple. Donc j'utilise l'outil cotation qui est ici. Je vais pouvoir coter par exemple, on va prendre cette ligne-ci et cette ligne-là. Voilà. Je vais pouvoir coter aussi des anthrax. Donc je clique ici et ici pour l'anthrax en question. Donc on retrouve bien nos sangs. Hein. Je vais aussi pouvoir coter, et ça c'est assez intéressant, dans cet outil-là, si je l'ouvre en fait, les chanfreins. Alors là, j'en ai pas, je crois pas en avoir, mais ça nous permet de coter par exemple des angles, des rayons, des choses comme ça. Je peux coter ici un diamètre, donc je clique sur diameter et ici je vais cliquer pour obtenir mon diamètre de 7,9, voilà. Et par exemple, si je voulais coter le rayon qui se trouve ici, alors que je dise pas de bêtises, radial dimension, et en sélectionnant le rayon là, je vais obtenir le fameux rayon de 10 que l'on a utilisé en dernier. Et on peut ainsi donc coter l'ensemble en fait, de notre pièce et ainsi pouvoir échanger avec une clientèle qui soit intéressée par notre type de fabrication, enfin peu importe, en fait ça nous permet de pouvoir communiquer sur notre création. Voilà. Je vais pas aller plus loin pour la création du plan, vous avez un petit peu compris l'idée. La dernière chose, c'est que ici on a une échelle 1,1 qui est reportée ici évoquée dans le cartouche. Donc le cartouche aussi est une chose très importante à remplir, qui l'a réalisé, la date, le numéro de révision, etc. Ça ce sont plus des données de dessinateur. Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est je désélectionne à la partie cotation, je viens sur ma pièce ici, je vais cliquer droit, bouton droit dessus, pour afficher ses propriétés. Donc View Properties. Ici, j'ai l'échelle Sail qui s'affiche. Si je voulais avoir quelque chose de plus conséquent par rapport à la taille de la surface de mon plan d'origine, je vais par exemple pouvoir utiliser non pas un demi, enfin du 1,1, mais du 2 pour 1. Donc je vais doubler en fait la taille, voilà, à l'écran, de mon schéma. Donc après, eh bien, il me suffit de valider ici, de déplacer éventuellement. Alors vous verrez que lorsque vous déplacez une pièce, en fait, si c'est une projection, la projection va s'adapter. Vous voyez, pof, mon plan ici s'est déplacé automatiquement. Là, par exemple, je le rapproche un petit peu. Voilà. Et puis là, pour cette vue-là, je vais la supprimer parce qu'en fait, elle n'est pas forcément utile. Une dernière chose pour terminer, ici vous avez un petit outil en fait Drawing Properties qui vous permet en fait de varier les différentes épaisseurs de sortie du plan. Alors c'est intéressant si par exemple ensuite vous utilisez votre plan pour texturer, pour peindre, colorier, etc. Les parties que vous allez imprimer. On verra peut-être ça dans un autre tuto dédié à 3ds Max. Ça nous permet de pouvoir sélectionner précisément les faces et donc dessiner en fait nos textures en fonction des couleurs que l'on veut leur attribuer. J'entends aussi par là une impression en type 10 millions de couleurs comme on le retrouve sur les Mimaki. Donc ici en fait vous avez tout un ensemble de tabs que vous pouvez sélectionner. Alors par exemple je clique sur dimension ici, je vois que j'ai les espaces au niveau du texte, etc. Ici dans les vues, c'est ce qui va nous intéresser, nous avons différentes épaisseurs de traits, et la plus petite que l'on puisse sélectionner c'est 0,13, donc vous pouvez simplement sélectionner 0,13, bon ici je standardise en fait mon plan, mais ça nous permettra lorsque l'on veut exporter notre dessin, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, et l'afficher en PDF, d'avoir quelque chose de très très précis. Donc je fais pour l'exporter, je vais sur Drawing, clic droit, Export, et ici je peux choisir le format par exemple PDF qui est le plus simple, mais on pourrait aussi l'exporter en DXF. Ici je vais indiquer platine, support, enfin, peu importe, voilà. Et j'ai exporté mon dessin que je vais pouvoir visualiser par la suite ou échanger avec des collaborateurs. Je reviens pour terminer définitivement sur donc la pièce que nous avons réalisée. Nous allons l'exporter donc en 2 temps. Je fais un clic droit sur platine, je choisis export. Ici
j'ai un menu qui s'affiche avec différents formats d'exportation, donc je peux renommer ici le fichier. Donc j'ai du STL, l'unité, la résolution, donc Find permet un maillage, parce que lorsqu'on va exporter notre fichier en STL, OnCheck va opérer un maillage en fait. Donc on va passer d'un objet dit CSEG, c'est-à-dire en fait de l'addition, soustraction de volume ou de primitives définies, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, vers un objet maillé qui lui va comporter des faces en fait et sera considéré comme un solide. Donc on va passer d'un format CSEG ou CAO à un format maillé, mesh, en utilisant le format STL. Si je voulais conserver le format volumique en fait, qui me permet aussi d'effectuer d'autres modifications par la suite dessus, à ce moment-là je sélectionnerai par exemple le format step ici, qui me permet par la suite à la fois de réimporter mon fichier sur OnShape. Donc si vous échangez par exemple des fichiers 3D avec des collaborateurs, demandez-leur des fichiers au format step, vous pourrez les importer à la manière d'une dérivée comme on a fait pour la vis en fait dans vos créations et les modifier. Et ça c'est quand même quelque chose de pas mal. Puisque c'est tout de même un outil gratuit en ligne et qui vous le voyez, permet des constructions assez complexes et des assemblages, des couples. On l'a pas encore vu aujourd'hui, mais on le verra sûrement dans un nouveau tuto. Donc là aujourd'hui, je veux simplement imprimer ma platine. Je sélectionne STL, le format binaire ou ASCII, peu importe, et option Download. Je clique sur OK et mon fichier va se télécharger. On devrait le voir apparaître en bas à gauche, ici. Voilà. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous laisse sur quelques images de l'impression de la platine et puis du résultat. Pour ceux que la modélisation d'une vis intéresse, il existe un autre tuto que j'ai réalisé il y a déjà 2 ans de ça, concernant des vis de type M8 que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube en browsant un petit peu les vidéos et les animations qui sont présentes dessus. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto d'ici peu. Et d'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt.